Bienvenue à votre émission sportive Laval Sport 9 Laval. Aujourd'hui, on vous présente une athlète, membre de l'équipe nationale senior en escrime, sabreuse, Frédérique Chevary. On discute avec elle un petit peu des éléments plus méconnus de son sport et je discute avec mon panel d'experts, Thierry, Maryse, Anne-Marie. On va discuter ensemble de certains éléments, de voir comment on peut aider, supporter les athlètes, répondre peut-être à des questions de Frédérique. Donc, c'est notre programme. Je vous souhaite bienvenue et on part ça. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer ce sport-là, qui est quand même un sport qui est peu connu, peu populaire? Oui, moi, c'est à l'école primaire. En fait, c'est un peu anodin. Notre prof d'éducation physique avait rencontré un coach d'escrime à l'époque. Puis, il avait acheté de l'équipement d'escrime. Puis, lui, avec lui, en fait, on faisait jamais de ballon chasseur, soccer ou quoi que ce soit. On jouait vraiment Il nous faisait découvrir des nouvelles choses, en fait, qu'on n'aurait probablement jamais essayé ailleurs. Puis, il nous a fait essayer l'escrime. Puis, j'avais toujours fait des sports de combat. Avant, je faisais du karaté. Puis, je suis tombée en amour avec l'escrime, en fait. Donc, ça part de là, quand j'étais au primaire, en fait. Donc, tu considères l'escrime comme un sport de combat. J'imagine que c'est l'élément qui te garde accroché après toutes ces années. Ça fait combien de temps que tu pratiques? En tout, c'est ma 14e année que j'en fais, oui. Et tu es membre sur l'équipe depuis combien de temps? Senior, c'est la 2e année, mais quand j'étais plus jeune, je faisais les équipes cadets et juniors aussi. Sinon, j'ai fait les championnats canadiens. J'ai terminé 3e cette année. Puis, comme je t'ai dit, sinon, le reste de ma saison avait pas mal été hypothéqué à cause des blessures et tout ça. Mais des grosses compétitions, on avait des Coupes du monde aussi, que j'ai eu un petit peu plus de difficulté à percer l'année passée aussi à cause des blessures. Mais sinon, les gros résultats, en fait, c'est plus au championnat canadien que je les ai eus l'année passée. OK, donc la blessure à la cheville, elle date de quand? Ça date de janvier l'année passée. Donc, c'est arrivé en compétition. En compétition aussi. Donc, est-ce que tu as été en mesure de terminer ta compétition cependant? Non, ça s'est arrêté là. En fait, ça a fait un gros crunch, puis on a essayé avec un taping physio sur la piste, mais ça n'a pas fait le travail. Fallait que ça s'arrête là. Quel était le diagnostic ou est-ce que tu as eu une intervention, quelque chose? Non, il n'y a pas eu besoin d'opération. C'était les deux ligaments sur 3 externes qui étaient déchirés. Passé IRM, tout ça. Puis finalement, il n'y avait rien d'osseux d'endommagé. Mais vu que c'est les ligaments qui ont été pas mal affectés, c'est une blessure qui prend beaucoup plus de temps à récupérer que prévu. Mais ouais, il y a eu des suivis médicaux et tout ça qui ont été par la suite. Okay. Donc, en tant que membre de l'équipe senior, est-ce que tu as une équipe justement qui soutient l'équipe ou est-ce que c'est à te trouver toi-même tes personnes, tes experts ou tes intervenants? Bien, c'était en fait depuis 2 ans, on est super chanceux. On a maintenant à l'INS, donc l'Institut national du sport qui est au stade olympique. On a une grosse salle là-bas pour l'escrime, donc on a physiothérapeute sur place, on a des entraîneurs aussi, on a accès à un gym, donc on est suivi avec des médecins aussi. Donc tout l'encadrement qu'on a besoin, en fait, depuis 2 ans, on est réussi à aller le chercher avec ça. Donc, on est bien encadré, oui, maintenant. Alors, Frédérique nous mentionne en entrevue où elle est supportée, les membres de l'équipe nationale sont supportés par différents intervenants. Je ne sais pas, dans vos expériences personnelles, est-ce que vous avez eu la chance, justement, de faire ce travail-là en collaboration, en coopération? Quels ont été les bénéfices ou les avantages d'un tel travail pour vos athlètes, mais aussi, j'imagine qu'on apprend comme intervenant, comme professionnel. Donc, est-ce que vous avez connu certaines expériences? Oui, c'est sûr qu'avec beaucoup d'expérience dans le niveau du sport, on a des moments où il faut avoir accès à d'autres professionnels. Si on prend le meilleur exemple, une blessure, qu'on s'inquiète un peu où on s'en va avec ça, on a des médecins à qui on peut référer, à qui on a accès assez rapidement. À partir de là, on peut progresser à savoir est-ce qu'on passe des tests, ou on attend, est-ce qu'on retire du jeu, ou on poursuit. À ce moment-là, on va aller chercher une expertise plus d'un autre domaine, si on veut. Ça peut être le même principe au niveau de la réadaptation. Souvent, on va beaucoup travailler en clinique, mobilité, force un peu plus précise, mais il va venir le moment où il faut aller travailler avec les préparateurs physiques pour un retour un peu plus fonctionnel, un peu plus général au niveau du corps, qui demande un peu plus de temps, si on veut. Le focus se fait un peu plus sur des choses précises en clinique, d'autres choses à ce moment-là en gym, si on veut. Puis c'est là que ça devient très, très important d'avoir
multidisciplinarité, si on veut, une approche plus globale aussi avec l'athlète. Tout de ton côté, Maryse? C'est sûr que c'est super important de travailler en multidisciplinarité, ne serait-ce que pour discuter du cas de la tête puis avoir des idées de pistes de solutions quand des fois on est un peu dans une impasse, on ne sait plus trop quoi faire. Ça devient intéressant de pouvoir échanger, même sur l'individu, pas juste non plus sur nos expertises, mais de se dire, OK, comment ça se passe, toi, avec cet athlète-là? Comment tu gères telle composante? Parce que nécessairement, surtout quand c'est des jeunes athlètes, il y a de la dimension un peu éducation à faire là aussi. Oui, puis je pense que pour l'avoir vécu, je pense que c'est intéressant justement d'avoir les différentes perspectives de l'athlète, parce qu'on parle des jeunes athlètes. Ils ne nous diront pas nécessairement tout. Ils vont peut-être dire tout à différentes personnes. Donc, si on est capable de se concerter, toi, Anne-Marie? En nutrition, c'est régulier parce que, comme vous voyez, la nutrition fait partie de l'entraînement. Donc, souvent, avec les préparateurs physiques, pour savoir le volume d'entraînement, pour changer l'alimentation en fonction de leur volume, avec les psychologues, parce que souvent, la nutrition va avoir une influence sur la psychologie. Donc, on appelle les comfort food, souvent les athlètes. Donc, aussi les troubles alimentaires. Donc, certains sports, comme les sports escrime, ça peut arriver. Donc, le psychologue va être très important. Donc, on est vraiment porté à aller travailler en multidisciplinarité. Et est-ce que ça vous a apporté des choses au niveau personnel dans le développement de vos expertises ou simplement dans le développement des approches que vous pouvez avoir par rapport au soutien, au travail que vous faites avec les athlètes? C'est sûr que ça change notre approche parce que l'objectif primaire, c'est de permettre à l'athlète de performer dans son sport, sachant qu'on a d'autres professionnels à qui on peut demander de l'aide, on peut s'assurer d'avoir une meilleure progression au niveau de l'athlète. Ça nous rend un peu plus confiants. On sait qu'il y a une prise en charge un peu plus précise pour l'athlète à ce moment-là. Fait que oui, ça change un peu l'approche à ce moment-là. Est-ce que vous avez déjà été témoin ou avez vécu des conflits, je veux dire des conflits d'experts dans peut-être les façons de voir les choses, les façons d'approcher une situation avec un athlète? Moi, je dirais pas nécessairement une situation de conflit, mais une situation où ça amène des délais pour l'athlète, le fait qu'il faut se concerter beaucoup. Parfois, si c'est ce que l'athlète souhaite, on prend vraiment les décisions en équipe multidisciplinaire. Puis parfois, ça peut amener, c'est ça, de la complexité dans la gestion puis dans les délais d'application des stratégies. Donc, il y a des avantages, mais il faut aussi avoir une coopération, une collaboration de tous les intervenants à ce moment-là. Parfait. Les footballeurs des Loups de Curie-Antoine-Labelle ont encaissé une défaite crève-cœur face à leurs grands rivaux, les Cactus du Collège Notre-Dame, par le pointage de 17-16 le 18 septembre. La troupe de Philippe Berthiaume a donc subi sa première défaite en 4 sorties au sein de la Ligue de football scolaire juvénile Division 1. Les Loups ont glissé au 3e rang du classement général. François-Xavier Ouellette de Laval et sa partenaire Elisabeth Paradis ont gagné une médaille de bronze historique en patinage artistique le 19 septembre dernier à la Classique internationale des États-Unis présentée à Salt Lake City. Il s'agissait de la toute première médaille sur la scène internationale pour le duo Ouellette-Paradis. Madison Hubble et Zachary Donohue des États-Unis ont obtenu la médaille d'or, tandis que Laurence Fournier-Baudry et Nikolai Sorensen du Danemark ont terminé au 2e rang. Les footballeurs des Nomades du Collège Montmorency ont aussi essuyé une défaite de 24-7 le 19 septembre dernier face aux Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Kevin Dubois a marqué le seul majeur des Levallois. Le porteur de ballon a amassé 22 verges en 10 courses. Au niveau de la préparation physique, qu'est-ce que tu dirais qui est peut-être le plus important pour ton sport? En fait, le sabre, parce que l'escrime, c'est divisé en trois armes, en fait, donc le fleuret, l'épée et le sabre. Le sabre, c'est beaucoup plus de l'impulsion, en fait. Donc, si on compare, c'est comme faire un sprint de 100 mètres. Comparé des autres que l'épée, c'est un petit peu plus comme faire, exemple, un 1000 mètres qui est plus à longue distance, qui va être plus cardio. Le sabre, c'est beaucoup plus d'impulsion, donc travailler au niveau des sprints, travailler au niveau musculaire, en fait, c'est surtout au niveau du ceinture abdominale et tout ça. Donc, c'est surtout de l'endurance musculaire plus que de la grosse musculation, de la grosse endurance cardiovasculaire aussi. Fait que c'est vraiment... C'est comme le mix un petit peu des trois armes, le sabre, en fait. Et qu'est-ce qui te fait choisir peut-être justement cette arme-là plus que les deux autres?
plus la question rapidité, en fait, des actions. Donc, un match de sabre, en fait, faire une touche de sabre, ça peut prendre 2 secondes, comme ça peut être un petit peu plus long, dépendant des choix tactiques. Mais pour avoir essayé les autres armes aussi, avant de vraiment faire mon choix, c'était vraiment celui-là avec lequel, en fait, je trouvais que je me représentais le plus, en fait, niveau action. Au niveau de ta personnalité, c'est ce qui se rejoint le plus. Exactement, ouais. Donc, la Zorro en moi est ressortie quand j'ai essayé ça. parfait. Donc, un combat tactique, mais aussi rapide à ce moment-là. Exactement, tout à fait. Justement, en combat, en compétition, est-ce que tu as des routines ou est-ce que tu as des éléments que tu utilises certainement pour gérer la pression ou gérer le stress? Je travaille là-dessus un peu plus depuis 1 an parce qu'avant, je restais beaucoup plus dans ma tête. Puis je trouvais que ça en fait, à l'époque, ça fonctionnait, mais on dirait qu'avec... en fait, j'ai évolué aussi personnellement. Puis on dirait que ça fait plus le travail. Il faut justement que je trouve des petites choses à me raccrocher pour soit focusser un petit peu plus ou réussir à retrouver ma concentration ou avoir un petit peu plus d'énergie. Donc, on a souvent, en fait, pas souvent, on a l'occasion d'avoir des rencontres aussi à l'INS avec des préparateurs mentaux ou des psychologues sportifs. Donc, ça, justement, sont là pour essayer de nous donner des clés pour essayer de mieux performer quand on est en situation soit de stress ou justement qu'il faut augmenter notre performance. Et qu'est-ce que tu dirais qui est peut-être un des moments les plus stressants, soit au niveau de ta compétition ou en attente de ta compétition? Qu'est-ce qui est pour toi, en situation de combat, le plus stressant, les moments les plus stressants? Je dirais le moment le plus stressant pour moi, c'est pas nécessairement l'attente entre les combats, c'est vraiment en match, quand je vois que justement j'ai perdu le contrôle de mon match. Donc, je contrôle plus nécessairement mes actions, que mon adversaire justement a pris le dessus. Là, j'ai souvent un moment de stress puis de panique qui va embarquer. Fait que là, justement, le temps que je réussisse à me sortir de ça, c'est là que le moment de stress vient plus haut parce que la personne va augmenter justement en termes de pointage dans son match. Mais c'est ça, c'est justement les préparateurs, pas préparateurs physiques, mais les préparateurs mentaux et tout ça, c'est là qu'ils sont là pour essayer justement de faire le ménage dans ta tête avec toi, pour essayer de trouver le meilleur chemin pour te sortir de ça. Moi, je dirais que c'est pas mal assez dans ces moments-là. Donc, Frédéric nous mentionne sa réalité à peut-être avoir des difficultés à gérer les moments critiques en situation de compétition. Le sabre est un sport où les combats se déroulent très rapidement. C'est le premier qui sera en 8 qui gagne le match. Donc, est-ce qu'on a des outils? Moi, c'est sûr qu'au niveau de la préparation mentale, on essaie d'être le plus possible dans l'instant présent. Quand ça se déroule rapidement, ça rajoute des complexités à avoir justement un focus, une concentration pour, OK, même si je suis derrière à 5-2 ou même si je suis prêt de sentir le match me glisser des mains, je dois être en mesure de refocuser, de ramener ma motivation, mon énergie à un niveau qui va me permettre de rester accroché. Sinon, bien, c'est bien de sortir de la piste puis laisser mon adversaire gagner. Vous, dans vos réalités, est-ce que vous avez déjà rencontré ces difficultés-là et comment on pourrait aider à ce moment-là Frédéric à prendre le dessus ou du moins à calmer sa nervosité? De mon côté, j'utiliserais une stratégie avec Frédéric en préparation physique, de lui amener des situations de stress, donc l'amener à une pression le plus possible similaire à ce qu'elle peut vivre en combat et de la focusser sur revenir dans son corps pour l'amener au moment présent. Ça peut être des petits trucs comme, exemple, je sais pas, contracter son biceps, par exemple, à un moment précis dans un geste précis qui pourrait lui donner un genre de petit cue à répéter souvent pour la ramener tout le temps dans le moment présent. Puis je le ferai en préparation physique. Donc, essayer de répéter la situation de combat en préparation physique, exactement, dans un environnement peut-être un peu contrôlé, exactement, mais du moins qui s'approche le mieux. Oui. Donc ça serait intéressant de pouvoir l'intégrer dans sa préparation physique. Et tu parles de flash ou de cue. C'est sûr que dans la préparation mentale aussi, on va utiliser ces mots-clés-là. Tu parles d'un mouvement kinesthésique avec une contraction d'un muscle. C'est intéressant de faire ces liens-là pour justement, au niveau du mouvement, quand ils font en garde, c'est le moment de se ramener dans l'instant présent. Donc, c'est de trouver une façon, soit un mot-clé, soit un mouvement physique qui va la ramener. Et c'est sûr que si c'est pas préparé, mais qu'on demande simplement de le faire dans la situation de match, ça ne sera pas assimilé. En quelque sorte, il faut que dans la préparation physique, ça soit travaillé pour que ça devienne un réflexe, ça devienne plus naturel.
You play as you practice, on joue comme on pratique. Donc, si j'essaie le matin même, si j'essaie dans un combat où ce que je suis en période de nervosité plus intense, de développer un nouveau réflexe, de développer une nouvelle stratégie, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Donc, j'aime bien ton idée de dire, dans sa préparation physique, est-ce qu'il n'y a pas des situations qu'on peut amener? Est-ce que ça pourrait se faire aussi au niveau de la réhabilitation, d'amener une situation comme près d'une situation d'un match? C'est sûr que quand on parle de récupération, de retour au jeu, jamais on va retourner un joueur au jeu sans l'avoir testé auparavant. Il faut le mettre dans une situation de match, voir comment il réagit, est-ce qu'il est prêt, savoir est-ce qu'il est confiant de retourner au jeu. C'est vraiment important de préparer le joueur à son retour au jeu pour ne pas arriver en situation de match où là, tout est présent, que ce soit la technique, il faut qu'il soit parfaite, le style de jeu, comment on réagit par rapport au sport, ce qui n'est pas toujours présent à l'extérieur d'une partie. C'est pour ça qu'il faut vraiment pousser au maximum le plus loin qu'on peut la situation de match à l'extérieur du match en tant que tel pour voir comment on réagit. C'est sûr que rendu au match, il y a comme un moment d'un peu d'incertitude, d'inconnu, qu'on ne sait pas encore est-ce que ça va être pareil comme quand je pratique. C'est de voir comment le joueur réagit, c'est d'en discuter avec lui. Le tester, c'est vraiment ça l'important. Mais je pense que dans la réalité qu'on a avec Frédéric en escrime, c'est aussi que c'est un sport qui est rapide. Mm-hmm. Pour faire un parallèle avec le tennis, où il y a un joueur qui peut prendre sa serviette, qui peut aller... Mais dans sa réalité, donc il faut que ça soit quelque chose qui soit rapide, très court, pour ramener le focus sur l'instant présent, sur le prochain mouvement, sur la prochaine action à poser. Avec une blessure, puis en étant sur la touche beaucoup depuis la dernière année, comment est-ce qu'on garde notre motivation? Est-ce que encore là, il y a des façons qu'on peut revenir s'entraîner? Tu dis que tu es blessé depuis janvier, mais ton entraînement est recommencé depuis quand? J'ai arrêté, je dirais, en fait, totalement un bon mois et demi, 2 mois, justement, parce que j'étais pas capable de marcher sur ma cheville. Mais après ça, on a recommencé. En fait, on peut s'entraîner parce qu'en fait, il existe l'escrime en fauteuil roulant. Donc, j'avais recommencé de cette façon-là. Donc, je m'entraînais avec Sylvie Morel au début, qui est une des... En fait, elle fait du sabre et de l'épée aussi avec nous à l'INS. Donc, juste commencer à s'entraîner sur les fauteuils. Donc, le bas du corps fonctionne pas, mais le haut du corps, en fait, la main, tout ça, donc reste active. J'ai commencé comme ça. Par la suite, on a commencé des leçons avec mon entraîneur Stéphane, tout ça, debout, mais super tranquillement. Puis c'est d'essayer de retrouver la touche, justement, peu à peu, en y allant tranquillement, parce que j'ai essayé d'y retourner un petit peu plus vite que ce que je pensais, puis c'est probablement pour ça aussi que la blessure traîne un petit peu plus. Okay. Alors, Frédéric nous mentionne qu'elle est revenue d'une blessure avec peut-être... elle a voulu, ou du moins a voulu revenir trop rapidement d'une blessure. Je pense que c'est des réalités qu'on rencontre assez fréquemment, de par la nécessité, de par où on se trouve dans la saison. Il y a des compétitions qui sont importantes, il y a des moments qui sont importants. Elle nous mentionne les sélections olympiques, ces choses-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, en quelque part, retenir l'athlète pour pas devancer trop rapidement son retour au jeu à l'intérieur de sa préparation, de sa réhabilitation? Comme on disait dans l'émission, avoir des blessures dans le sport, c'est tout à fait normal. Surtout au niveau compétitif, on pousse un peu plus généralement. C'est normal de se blesser. À ce moment-là, c'est de décider quand est-ce qu'on va retourner au jeu. Ça va dépendre beaucoup de on en est où dans la saison. Est-ce qu'on est dans une compétition importante? Est-ce que c'est des qualifications? Jusqu'à un certain point, des fois, on va permettre un peu de lousse par rapport à ça. C'est-à-dire côté force, des fois, on ne sera peut-être pas à 100 %. On veut toujours atteindre le niveau le plus haut possible pour éviter d'autres blessures. Ça va jouer aussi au niveau des amplitudes, ceux qui ont eu des fractures ou quoi que ce soit, une perte de mobilité. On va permettre un certain lousse aussi par rapport à ça. La chose la plus importante, c'est la confiance. Si l'athlète n'est pas à 100 % confiant, qui est prêt à retourner au jeu, ça vaut même pas la peine de le retourner. Il va se reblesser presque assurément à ce moment-là. Dans le retour au jeu, comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est de le tester. La meilleure façon de faire comprendre à un athlète qui n'est pas prêt à retourner au jeu, c'est de le tester sans trop le pousser non plus. On ne veut pas qu'il se reblesse pendant un entraînement, mais c'est de le tester, de se montrer que s'il retourne là, il n'est peut-être pas assez prêt. Ça ne causera peut-être pas une autre blessure, mais c'est côté résultat non plus qu'on ne veut pas descendre dans le classement ou manquer une compétition. Donc, tu parles de la confiance, c'est un élément qui est important dans la réhabilitation d'une blessure. Souvent, on veut, parce qu'on ne veut pas manquer notre compétition, mais en quelque sorte, notre corps peut être prêt à un certain niveau, mais est-ce que notre tête est prête à revenir dans le jeu puis à gérer
cette nervosité-là. Je pense qu'il y a aussi cet élément-là de dire, bon, ben, je peux être prêt physiquement, je peux avoir une bonne réhabilitation qui me permettrait de retourner sur le terrain de jeu, mais au niveau de ma gestion du stress ou ma gestion des situations critiques, est-ce que je suis en mesure de gérer ça? Je pense que c'est un élément qui... Bien, comme on disait tout à l'heure, on recrée le plus possible les situations de compétition à ce moment-là. Donc, on essaie de faire monter un petit peu le niveau de stress, que ce soit le stress, même la demande physique, que ce soit le stress psychologique. Donc, on essaie de se rapprocher le plus possible et d'effectivement utiliser des paramètres concrets pour démontrer à l'athlète, écoute, je pense que tu te souviens, avant ta blessure, tu étais à ce niveau-là. On doit se retrouver au moins à, par exemple, 90 % du niveau avant ta blessure, avant d'être capable de revenir en compétition puis de penser que tu auras des bons résultats pour ne pas compromettre le reste de la carrière à long terme, ce qui arrive trop souvent, je pense. Je pense qu'au niveau de la nutrition aussi, il y a quand même un élément qui... C'est très important parce que la plupart du temps, les athlètes qui sont blessés ont tendance à laisser faire leur alimentation. Donc, souvent, il peut y avoir des manques au niveau du fer, au niveau des protéines. Donc, on va être là pour les accompagner à ce niveau-là pour s'assurer qu'ils s'alimentent bien pour que la récupération, comme on a parlé, la réhabilitation se fasse à son maximum. Donc, oui, il va y avoir une préparation aussi au niveau alimentaire puis au niveau de la composition corporelle. Ça aussi, il faut y penser. Donc, continuer à gérer, à travailler, à intégrer tous ces éléments-là. En équipe, très important, parce que moi, je peux avoir en clinique la possibilité de retourner au jeu, mais si son préparateur physique juge qu'on n'est pas rendu là, il ne faut pas pousser trop non plus à un certain moment donné. Parfait. C'est pour ça que la communication est très importante. Parfait. Comment est-ce qu'on reste motivé à l'intérieur de ces délais-là ou de ces setbacks-là, si on peut dire? Je l'ai trouvé dur, justement, l'année passée à cause de ça, parce qu'on est... en fait, on est dans les années pré-olympiques et tout ça, donc l'enjeu était un petit peu plus... En fait, était beaucoup plus gros, justement, si je prenais beaucoup de retard avec une blessure et tout ça. Mais si je peux ressortir plus forte de ça, c'est justement que quand on y croit puis qu'on a un rêve, faut s'y accrocher à ça. Donc, je me suis toujours dit, en fait, que mon rêve, c'est d'aller aux Jeux olympiques. Ou quand j'étais plus jeune, je ne savais pas en quoi j'allais y aller, mais c'était mon but dans la vie. Puis après ça, j'allais passer à autre chose. Mais justement, quand j'ai vu que j'étais blessée et que ça avançait moins vite, je me suis dit que c'était pas la fin du monde. Il y a des choses qui se réparent, il y en a qui ça prend un petit peu plus de temps. Donc, je m'y suis raccroché comme ça. Puis, en bout de ligne, je pense que ça va payer. Donc, j'ai pris du temps un peu plus pour moi, justement, pour méditer là-dessus aussi, au niveau de mes choix et tout ça, au niveau de l'escrime. Puis, je pense que ça va avoir bien fait son travail, en fait. Donc, on a été confirmé un peu dans nos objectifs, dans nos rêves. L'objectif ultime, si je comprends bien, c'est les Olympiques. Oui, exactement. Là, on est dans des années importantes, tu parles. Ouais. Tu parlais de sélection, j'imagine, tu penses à des sélections. Dans la prochaine année, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Là, cette année, c'est ça, c'est l'année de présélection, en fait, pour les Jeux. Donc, nous, au sabre féminin, on avait le gros enjeu, en fait, de pouvoir classer l'équipe de sabre féminin, en fait, pour les Jeux, qui enverrait automatiquement 4 personnes aux Jeux olympiques au lieu de se classer individuellement, en fait. Okay. Donc, on court encore après cette qualification-là. Donc, c'est justement d'aller le plus possible à l'extérieur. Donc, souvent dans les Coupes du Monde, les compétitions satellites, que justement, ça va être plus en Europe ou en Asie, des trucs comme ça. Donc, cette année, ça va engager beaucoup plus de voyagement à ce niveau-là pour essayer justement de classer l'équipe ou justement, comme je disais, si c'est pas en équipe, c'est individuel par la suite. Donc, on se raccroche à ces deux options-là. Là, pour l'instant, il n'y a aucune qualification, tant au niveau de l'équipe qu'individuelle, si je comprends bien. Non, c'est ça. Officiellement, il n'y a personne encore de qualifié officiellement. Donc, en fait, il n'y aura presque rien d'officiel avant presque la date limite, en fait, justement des pointages pour les qualifs. Donc, dans ta semaine type, quelle serait peut-être une semaine type d'entraînement ou dans ta préparation là, pour une année comme cette année, mais aussi de façon plus globale, générale? Comment est-ce que tu découpes ta semaine? Une semaine qui va bien, donc pas trop de blessures et tout ça. Lundi matin, donc vers 10 h à peu près, entraînement, préparation physique au stade avec un entraîneur. 2 heures environ. Ensuite de ça, le mardi matin à l'INS encore une fois pour l'escrime. Et je reviens ici à Laval, en fait, les mardis soirs à mon club. Ensuite de ça, les mercredis matin, préparation physique encore au stade. Et le jeudi matin, escrime au stade aussi. Et le jeudi soir, l'escrime aussi au stade. Donc ça, c'est le minimum généralement qu'on va faire. Donc je vais avoir des entraînements externes aussi à mon gym occasionnellement aussi, mais généralement, ça va ressembler à ça. Ça ressemble à ça. Donc, on peut passer à une quinzaine d'heures, dizaine d'heures d'entraînement?
généralement, ça va tourner un petit peu plus qu'entre 15 et 20, justement, avec ce qui va être externe et tout ça, mais on essaie justement de tourner autour de ça, ouais. Les Vikings de Saint-Eustache de la Ligue de hockey midget 3A du Québec ont arrêté la séquence victorieuse du Rousseau Royal de Laval-Montréal avec un gain de 4-3 en prolongation par contre, et ce, le 20 septembre dernier à l'Arena Garon. Philippe Daou, avec son deuxième filet de la rencontre, a procuré la victoire aux visiteurs en déjouant le gardien Carmine Anthony Pagliarulo. Et les Prédateurs de Laval ont connu une fin de semaine parfaite en remportant leurs 2 dernières joutes préparatoires au sein de la Ligue nord-américaine de hockey. Les hommes de Serge Forcier ont doublé les éperviers de Sorel-Tracy par le pointage de 6-3 le 25 septembre au Colisée Cardin, tandis que les Prédateurs ont récidivé avec un gain de 4-2 face au Blizzard de Trois-Rivières le 27 septembre au Colisée de Laval. Et voilà pour les nouvelles du sport. Encore une fois, merci de votre présence. C'est toujours intéressant d'échanger. C'est de voir comment, justement, avec différentes expertises, avec une collaboration ou une coopération de nos champs d'action, on peut amener un athlète à mieux performer. On peut l'amener à revenir au jeu plus rapidement, à le ramener au jeu au bon moment aussi. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie vous aussi d'avoir été là. Je vous invite, si vous avez des questions à poser à nos experts, d'aller soit sur notre site Internet à TVRL ou de visiter et d'envoyer un tweet sur notre compte Twitter @SportLaval avec un S Sport 9 Laval. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.